Et donc je me retrouve avec les coureurs de devant, et puis ils savaient que j'étais du secteur, et ils commencent à discuter, et puis ils me disent: «Ah, c'est Lyon, c'est les lumières de Lyon qu'on voit». Puis moi, bon, j'avais pas trop envie de discuter en course, donc je lui dis: «Ouais, ouais, c'est les lumières de Lyon». Et là, donc j'ai éteint ma frontale, j'ai repensé à tous ceux qui nous racontaient leurs histoires de frontale éteinte sur la Saint-Élion, et j'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond, en fait. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de trail long et d'ultra trail, professeur d'éducation physique et sportive et également alpiniste. Il a, depuis 2008, remporté les plus grandes courses du circuit comme la Saint-Élion, l'Eco-Trail de Paris ou la 6000D en 2011. Il a également remporté les Templiers sur le format mythique du 78 km en 2012 et a enchaîné avec une victoire sur le format 100 km en 2013. Et plus récemment, il a également remporté le Lavaredo Ultra Trail et ses 120 km en 2017. Mais mon invité est avant tout un amoureux de la montagne puisqu'il a gravi les plus beaux sommets à travers le monde, tels que l'Aconcagua, le Kilimanjaro, le Broad Peak, le Lenin Peak, le Cervin, le Mont Blanc, le Mont Rose. C'est avec un immense plaisir que j'ai pu discuter avec cet invité prestigieux, et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et laisse place à ma conversation avec Fabien Antolinos. Aujourd'hui je suis avec Fabien Antolinos. Fabien, bonjour, et je te remercie énormément de passer un petit peu de temps avec nous sur le podcast. Eh ben, je suis ravi. Bonjour à toi, bonjour à tes auditeurs, à nos auditeurs pour aujourd'hui. Et je suis également ravi de partager mon expérience du trail et puis d'autres choses parce que ça va être assez large. Ouais, bah, c'est un peu le but du projet, hein. Tu m'as dit avant l'enregistrement que tu avais écouté quelques épisodes, donc déjà ça me touche beaucoup. Et il faut savoir qu'on a eu du mal un peu à se caler tous les deux au niveau du rendez-vous. On s'est mal compris. Enfin bon, ça c'est un peu les aléas de la planification. Déjà, Fabien, est-ce que dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bah, écoute, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un de 10 et un autre de 12 ans. Je suis professeur d'éducation physique et sportive, et bah, je vis dans l'Est lyonnais. Alors c'est pas vraiment une région de trail, je suis à 20 kilomètres de Lyon, j'ai les Monts d'Or pour faire un peu de dénivelé, j'ai le massif du Jura qui n'est pas très loin non plus. Voilà, mais je suis au bord d'un chemin, on va dire piéton, au bord d'un canal, et voilà, j'ai la possibilité de courir en nature assez souvent, assez régulièrement, et j'y prends un réel plaisir. J'ai débuté le trail en 2008, donc ça fait déjà quelques années, mais je l'ai débuté un peu sur le tard. On y reviendra Mhm. peut-être plus tard. Et voilà, j'étais un sportif plutôt footballeur, puis montagnard, avant de découvrir cette belle discipline du trail. Ok, super. Moi, dans le podcast, j'imagine que tu le sais, mais j'aime bien commencer par l'enfance de mon invité pour comprendre un peu la personnalité générale. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie? Où as-tu grandi? Dans quelles conditions? Familiales, géographiques? Eh ben, j'ai grandi exactement à l'endroit où je vis, enfin à 800 mètres plutôt. Mes parents sont venus s'installer sur cette commune de Jonage quand j'avais 2 ans. Donc j'ai grandi dans une petite commune d'à peu près 6000 habitants. Voilà, une enfance très très classique. J'étais au club de foot du coin depuis le tout jeune âge. J'ai arrêté le foot simplement au bout on va dire au bout de 16 ans, je me rappelle plus exactement, quand j'ai commencé à faire plus de montagne, et quand j'ai commencé à prendre goût à l'athlétisme que j'ai découvert pour passer justement mon concours d'entrée à l'UFRAPS et être professeur de PS plus tard. Donc il y avait encore le concours d'entrée. On nous demandait de faire un 1000 mètres et on nous demandait de faire un 50 mètres sprint.
Donc voilà, je suis allé au club local qui était le club de Dessine, proche de la maison. Et puis voilà, j'ai découvert là D'accord. cette discipline. Mais sinon, j'ai fait voilà, parcours scolaire classique, collège, lycée, bac scientifique, et puis Voilà, après attends. les études STAPS pour être Fabien, prof de PS. tu vas beaucoup trop vite. Alors moi, j'aime bien prendre le temps, hein, procéder étape par étape pour vraiment comprendre la personnalité de mon invité. Tu étais dans quel environnement familial? Plutôt sportif étant enfant? Des frères, des sœurs? Alors pas vraiment, j'ai déjà une petite sœur, qui est plus jeune, que moi de 7 ans. J'ai des parents qui sont, on va dire, robustes, qui sont sportifs, mais qui ne pratiquaient pas le sport. Donc, c'était mes parents m'ont pas amené, on va dire, vers la pratique sportive et la pratique sportive compétitive. Donc, comme je te disais, j'ai participé pendant des années dans une équipe de foot du club local où je me faisais énormément plaisir. J'ai eu voilà une enfance sportive, mais on va dire de très classique avec du sport au collège, du sport à l'école primaire. J'ai découvert aussi pendant mon enfance la montagne par le biais de mon instituteur de CM2 qui nous a amenés avec quelques copains dans le Val-Gaudemar, dans la vallée du Val-Gaudemar pour faire de la randonnée. Et on avait 11 ans, 12 ans. Et voilà, donc j'ai été très rapidement accro à la rando, puis à la haute montagne et à l'alpinisme. Voilà, rien de particulier. J'étais un enfant plutôt discret, on va dire plutôt bon élève, mais assez malicieux et voilà, assez chambreur aussi, comme le sont beaucoup de footballeurs. Et j'ai gardé ce côté un peu chambreur, voilà. Ah, c'est Mais malicieux. J'aime bien le terme, là, c'est malicieux. oui, assez malicieux. Bah, les copains m'appelaient l'ange blond quand j'étais plus jeune, voilà, parce que je savais faire des petites blagues sans forcément me faire prendre, voilà. D'accord. Mais c'était sympa, on a passé une bonne enfance avec les copains, on était souvent dehors à jouer au basket, à faire du foot, à discuter, voilà. C'était pas encore l'époque PS5 et compagnie, voilà. Donc, une enfance bien occupée, principalement pour le sport co, du coup, Voilà, bien initialement. occupé, surtout effectivement, surtout en sport co. Après, comme beaucoup de familles, on va dire des années 80-90, c'était vacances l'été à la mer, une semaine de ski à la montagne l'hiver. Voilà, c'était globalement ça. Et puis à côté, effectivement, beaucoup de sport co et quand même déjà des petites qualités, notamment en endurance sur les cross du collège, cross départementaux, UNSS, etc., où j'étais plutôt à mon aise, on va dire. Mais voilà, principalement effectivement du sport co. Tu disais tout à l'heure, tes parents robustes, qu'est-ce que tu veux là entendre? Tu voulais dire par là? Ah bah, je veux dire que mon père est maintenant à la retraite, il est électricien, il travaillait 10-12 heures par jour, donc pour lui, le sport, enfin, je l'ai jamais vu faire vraiment du sport, mon père. C'était un peu de chasse pour marcher, pour profiter de la nature le week-end, mais sinon c'était boulot, boulot. Ma maman s'est arrêtée de travailler assez tôt pour élever ma sœur et moi-même, donc et travailler aussi dans l'entreprise familiale. Donc, elle s'est beaucoup consacrée à ses enfants et à son mari et puis à son entreprise. Et voilà, mes parents ne faisaient pas partie d'un club, d'une association. Ils ont jamais fait vraiment de sport, mais ils sont, euh, ils sont solides dans le sens où ma maman, voilà, à la retraite actuellement, fait ses 60 kilomètres de vélo par jour. D'accord. Elle marche tous les jours. Enfin, ce sont des gens qui sont sportifs et qui, je pense, auraient pu faire de belles choses en sport. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de tes premiers pas d'études. Euh, tu fais quoi? Tu choisis le domaine du STAPS, des STAPS, c'est ça? Si j'ai bien compris. Exactement, Tu avais exactement. dans l'idée d'être professeur de PS dès le début? C'était ça ton objectif? Moi, c'est un projet qui est venu petit à petit entre le collège et le lycée, globalement. J'avais envie d'enseigner déjà. Mhm. J'aimais beaucoup la SVT. J'aimais forcément beaucoup le sport. J'aimais bien aussi être à l'extérieur. Donc voilà, c'était assez naturel. J'aimais beaucoup jouer au foot, partager avec les copains. Voilà, donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Voilà, l'enseignement me plaisait
et le fait de faire du sport aussi. Donc voilà, j'ai réussi à lier les deux avec ce passage du CAPEP, c'est le fait d'être professeur d'éducation physique et sportive. Alors, est-ce que tu peux nous... parce que moi, je connais pas comment est constituée la formation de prof de manière générale et de prof d'OPS notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la durée des études, les diplômes que tu as dû... Enfin, les années que tu as dû passer, comment ça se passe pour être prof de sport? Bah, les études, c'est un bac plus 5, c'est 3 années de licence dans un premier temps, puis une première année de master à l'issue de laquelle on passe le concours. Et derrière, on fait une année de stagiaire avant notre titularisation. Et moi, j'en ai profité pour passer mon master 2 en même temps. Et voilà, ce sont des études à la fois sportives, mais pas que. Il y a du sport, il y a de la théorie sur le sport, il y a de la psycho, il y a de la psychopéda, il y a, il y a plein de matières, il y a de l'histoire du sport, il y a énormément de matières, il y a de l'informatique aujourd'hui, il y a de l'anglais, voilà, il y a énormément de matières. On nous demande beaucoup de composer aussi, que ce soit sur des écrits pédagogiques, des écrits liant aussi les textes, le côté historique de l'éducation physique et la pratique aussi actuelle. Donc voilà, ce sont des études quand même assez complexes. Il suffit pas d'être bon au sport. Il suffit pas non plus d'être bon à l'école. Ce sont des études un petit peu complètes et qui se terminent par un concours. Donc moi à l'époque, quand j'ai passé le concours en 2000, j'ai obtenu mon concours en 2000. On était entre 10 000 et 12 000 candidats pour 1000 postes. Donc voilà, c'est pas forcément facile, mais c'est quand même des bonnes années. C'est quand même des bonnes années passées à faire beaucoup de sport et puis à faire en tout cas ce qui me plaisait, et puis à pouvoir aussi sortir en montagne, faire de l'athlé à côté, faire encore du foot sur mes premières années. Donc c'était des bonnes années, ces années d'études. Donc c'est un cursus qui est très demandé, me semble-t-il, parce que tu disais que c'est à peu près 10% d'élus dans la formation. De ton point de vue, pour quelles raisons il y a autant de demandes? Si ce n'est que que le sport est évidemment un domaine qui est très prisé, hein. Bah, je pense que c'est principalement effectivement dû au fait que le sport, c'est un domaine qui est assez attirant, l'enseignement aussi, la transmission, le partage, heu, c'est des valeurs, pour lesquelles les jeunes sont assez sensibles. Après, beaucoup vont dans la filière en se disant, ben voilà, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis bon en sport, j'ai envie de faire mes études dedans, mais il faut savoir que pendant les études, il y a un choix qui se fait à un moment donné pour aller vers de l'enseignement ou pour aller vers de l'activité physique adaptée ou pour aller vers également du management. Ça peut aller aussi vers la préparation physique. Donc voilà, l'entrée est commune pour tous et ensuite il y a des voies de détermination. Donc moi j'ai choisi plutôt l'enseignement parce que c'est ce qui me plaisait au départ, mais il y a aussi d'autres possibilités, d'autres débouchés sur ces études. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes vont dans ce type d'études. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être professeur de manière générale? Il y a quelque chose qui t'a donné envie? Il y a un professeur, un institut qui t'a montré la voie? Bah, j'ai pas forcément eu de déclic. Effectivement, j'ai passé 2 années, au CM1, au CM2 avec, 2 instits, qui étaient, assez géniaux et notamment en CM2, avec, mon instit qui m'a justement initié à la montagne, qui m'a fait, découvrir la randonnée, les grands espaces. Donc, c'était des choses que je connaissais pas forcément à part quelques sorties avec mes parents ponctuellement sur des vacances, parfois à la montagne aussi l'été. Heu, donc voilà, s'il y avait, un instituteur à ressortir du lot, ce serait effectivement mon instit de CM2 Tu te rappelles de son qui était nom? très sportif. Voilà, Jean-Pierre Poncelet, bien Ben, sûr, ben, voilà, qu'on salue. qui jouait au foot aussi avec nous. On le salue bien sûr, qui jouait au foot avec nous, qui nous emmenait, voilà, au stade. Je me rappelle tous les vendredis après-midi, on faisait pas mal de sport. Euh, et voilà, qui m'a initié à la montagne, et qui m'a fait découvrir ces grands espaces. Donc effectivement, oui. Alors après, j'avais pas idée dès le CM2, dès la sixième, dès la cinquième de faire professeur d'éducation physique. C'est venu un petit peu plus tard. Voilà, c'est venu un peu plus tard.
Tes premiers moments de classe, on va dire de classe, hein, pour simplifier, euh, ça doit pas être simple, j'imagine, de passer de la théorie à la pratique. Comment ça se passe les premières heures d'un prof de PS? Alors, on est quand même, je crois, sans vouloir tirer la couverture aux professeurs de PS, on est quand même relativement bien préparé. Mhm. On a des stages tout au long de nos études, d'abord dans des associations en tant qu'entraîneur, ensuite avec des futurs collègues donc, qui nous accueillent pour sous forme de tutorat pour nous montrer un petit peu le métier. Après, on intervient, toujours pareil avec un tuteur, on intervient auprès des classes. Donc, dans notre formation, on a quand même beaucoup de contacts avec les classes. On est relativement bien formé sur le plan pratique. On va dire, c'est pas une formation uniquement théorique, comme dans beaucoup d'autres matières, je crois. Donc, on est quand même assez bien préparé, je dirais, à rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. En plus, on a une année de stage où on a encore sur l'année de stage un tuteur qui vient assister à nos cours, sur lequel aussi on peut compter. On peut également aller voir ses cours pour voir un petit peu sa façon de fonctionner avec les élèves. Donc non, on n'est jamais vraiment lâché tout seul dans le grand bain, mais effectivement, c'est un peu comme quand on vient d'avoir le permis de conduire et qu'on rentre dans la voiture tout seul la première fois. Voilà, ça fait bizarre. On est lâché dans le grand bain. Bon, après, moi, j'ai eu la chance de faire mon année de stage dans un collège qui était proche de chez moi, avec des profs qui étaient géniaux, très sympas. On a passé de très bons moments. Et puis, en EPS, en principe, il y a des très bonnes personnes qui partagent beaucoup. Et voilà, c'était des bons moments. Ma titularisation, par contre, s'est faite en région parisienne parce que comme quasiment tous les profs, on va faire un petit stage un petit peu dans le nord. Donc là, ça a été un petit peu le choc. J'arrivais, je me rappellerai toujours, je suis arrivé le 31 août, c'était un dimanche. Je suis rentré du Pakistan, c'était le 31 août 2001. Je rentrais du Pakistan, où j'avais tenté un 8000 le Broad Peak. Et ben, ma femme est venue me réceptionner, ma future femme plutôt, on n'était pas encore mariés, est venue me réceptionner à l'aéroport à Roissy. Et puis on est allé à l'hôtel et voilà, c'était le dimanche et le lundi, je faisais ma première rentrée en tant que titulaire en région parisienne. Donc effectivement, je me rappellerai toujours de ça avec ma petite valise. Donc c'était assez original pour une entrée en fonction en tant que titulaire. Voilà, Et je me c'était rappellerai à quel toujours. endroit en région parisienne, du coup? J'étais en Seine-et-Marne, moi. D'accord. Donc le J'étais en choc, Seine-et-Marne. t'as été obligé de déménager, du coup, j'imagine? Alors, Euh, j'ai pas déménagé parce que j'étais ce qu'on appelle titulaire en zone de remplacement, donc je faisais des remplacements et j'ai eu la chance de tomber sur un remplacement qui débutait le lundi matin à 9 heures et qui se terminait le jeudi après-midi. Et du coup, j'avais une petite chambre chez l'habitant et je rentrais tous les week-ends avec le TGV à la maison. et Voilà. Donc j'ai pas besoin de déménager. il t'a été nécessaire de rester combien de temps, du coup, pour ce stage Je, presque? je suis resté une seule année parce que c'était l'époque aussi du début des Pacs. Donc on s'est pacsé avec ma future femme et voilà, elle avait un emploi sur la région de Lyon, un emploi en CDI. Et du coup, j'ai bénéficié des points de rapprochement de conjoint et je suis resté qu'une année dans le Nord. Voilà, j'ai fait partie de cette cohorte, on va dire 2000, 2001, 2002 et puis quelques années après, où on rentrait quand même globalement un peu vite dès qu'on avait un conjoint en séparation. Donc voilà, j'ai pas fait très longtemps là-bas et voilà, c'était une belle expérience aussi. Je suis tombé dans une belle équipe de profs jeunes, dynamiques. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Et voilà, c'était une bonne expérience. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et les stages un peu loin de chez soi, aujourd'hui c'est encore le cas, j'imagine, mais quelle est la raison qui les pousse à vous, entre guillemets, déraciner en tant que prof dès le début? En fait, nous, c'est tout simplement des questions de points, de nombre de points pour les mutations. Quand on est en début de carrière, on a extrêmement peu de points et du coup, on va là où où les points nous portent, si je puis dire. Mhm. C'est-à-dire que les zones qui ne sont pas demandées, ben, c'est là que les professeurs néo-titulaires sont souvent affectés. Voilà, en attendant d'obtenir une mutation vers des lieux qui nous plaisent davantage.
ouais, c'est un peu, ouais, c'est la règle, on la connaît et on est bien obligé de l'accepter, Je effectivement. suis désolé de donner mon point de vue à ce sujet, mais je trouve ça un euh, peu logique. Parce que du coup, tu te retrouves avec des professeurs sans expérience dans des endroits peu demandés. Du coup, clairement, dans des zones, par exemple, qui sont un peu dans des ZEP ou Oui, des qui trucs sont comme ça, moins attractives, qui sont moins attractives, il effectivement. y a des professeurs, du coup, sans expérience. Bah, souvent, effectivement, oui, souvent. Après, dans ces zones-là, il y a aussi des professeurs qui sont depuis des années, qui sont stables. On Hmm. a maintenant des contrats qui se font sur plusieurs années et qui poussent les personnels à rester avec des compensations déjà qui sont aussi financières, Mhm. parce qu'il faut savoir que dans des zones d'éducation prioritaire, dans les REP, REP+, voilà, il y a des petites compensations, voire même parfois des bonnes compensations financières. D'accord. Et puis aussi, dans ces zones-là des compensations aussi en termes de points marqués un petit peu tous les ans ou groupés sur plusieurs années Mhm. qui permettent justement à ces personnels-là de se fixer au moins quelques années et après de demander quelque chose peut-être de bien mieux ou quelque chose qui leur plaît davantage. Donc voilà, effectivement, le système n'est pas parfait, Oui, mais au moins, mais voilà, il est ce il y qui a est. une prise en compte de la non-logique de la situation quand même, quoi. Voilà, Hmm. ouais, quand même, quand Ok. même. On essaie quand même. L'idée, c'est quand même de fixer des gens de compétences et des gens compétents dans des zones aussi difficiles où ils peuvent apporter leur expérience, Mhm. notamment aux jeunes enseignants. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas et il y a beaucoup d'établissements qui auraient bien besoin de profs expérimentés et qui ne les ont pas parce que au bout d'un moment, c'est un métier qui est quand même assez usant et on comprend les collègues qui ont donné pendant un certain nombre d'années avec un public difficile, qui rentrent chez eux le soir très fatigués. Parce qu'ils ont dû hausser le ton, parce qu'ils ont dû surveiller tout le temps les élèves, parce qu'il y a aussi des contenus à passer, un petit peu le gendarme à faire, enfin souvent le gendarme à faire aussi avec des publics difficiles. Donc on rentre chez soi assez exténué le soir, donc on comprend qu'au bout de quelques années, on ait envie de passer la main et d'aller vers des publics qui soient plus faciles, Bien sûr. soit des plus grands, soit l'université, soit des établissements plus tranquilles, c'est sûr. On salue hein, les collègues qui se situent tes collègues qui se situent dans les zones un peu compliquées. Vraiment, je pense que on n'en parle pas assez et ils font un boulot, je pense, formidable. Tu as pu le constater, hein, je pense. Bien sûr, Mm. je salue tous mes collègues et on fait en tout cas un beau métier. Et voilà, moi, je suis très bien dans ce métier-là. Pour l'instant, ça fait 20 ans ou un peu plus que j'enseigne et je compte rester dans l'enseignement. Je trouve que c'est quand même un beau métier, il y a beaucoup de choses à faire et on se sent utile. Moi, je suis pas dans un établissement très difficile, je suis pas non plus dans un établissement très facile. Tu es en collège ou en Et lycée aujourd'hui? oui, je suis en collège et on a quand même des choses à apporter aux enfants et voilà, ça fait plaisir parce on sent aussi les transformations des jeunes et voilà, c'est ce qui nous récompense aussi de la difficulté du métier parfois. Comment tu abordes moi, je t'avouerai que le sport est assez mal vu au collège, notamment, par peut-être les programmes qui sont appliqués ou je sais pas. Comment tu fais pour que tes élèves soient piqués par le sport? Ben, je crois que l'éducation physique est pas si mal vue. En tout cas, moi, j'ai pas cette impression-là dans mon établissement. Mhm. Les élèves sont plutôt contents de retrouver une activité physique, d'autant plus en cette période de Covid où la plupart des associations sont C'est fermées. clair. Aujourd'hui, les sports sont fermés en salle. euh, pour la plupart des jeunes. Donc ils sont contents de se retrouver en EPS, ils sont contents de se retrouver en groupe, ils sont contents de se retrouver à l'extérieur, ils sont contents de faire du sport, ils sont contents de bouger. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, de les faire pratiquer un maximum, de leur faire apprendre pas mal de choses, pas faire simplement du sport et du sport de compétition. On essaye de leur apprendre des choses, de leur transmettre des compétences. Euh, et je crois ils se plaisent bien en tout cas. Et on a rompu quand même avec l'EPS, on va dire, d'antan où
On avait souvent l'impression, enfin moi étant jeune, que seule la performance comptait. Alors moi j'étais performant, donc j'avais pas bien de soucis, mais c'est vrai que ceux qui étaient plus en difficulté avaient plus de mal à adhérer à l'EPS parce que je crois qu'on était moins prévenant par rapport à eux. Aujourd'hui, les textes, les façons d'enseigner permettent aux élèves, même en difficulté, de vivre des expériences, d'éprouver du plaisir, de se sentir un peu plus en réussite. Mhm. Et enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que mes collègues essayent de faire dans leurs cours. Et je crois que les expériences qu'on leur fait vivre sont quand même globalement positives et les entraînent pour certains aussi à pratiquer un peu plus loin, que ce soit l'UNSS sur des pratiques, on va dire, plus poussées, plus compétitives aussi, ou même en dehors dans le cadre associatif. Nous, dans le collège où je suis, on a 3 sections sportives euh, qui sont créées en lien avec des clubs. Les élèves répondent présents. Je crois ils se font énormément plaisir en sport. Non, c'est pas. Je crois que c'est moins une contrainte. C'est moins une contrainte comme avant. Mhm. Enfin, avant, c'était beaucoup. C'est marrant parce qu'on en discute aussi souvent avec les collègues, notamment les collègues filles. On a un établissement où on a beaucoup d'enseignantes et très peu d'enseignants. Et elles me disent toujours, mais moi, le PS, c'était horrible. Les cours de volley où C'est on se ce dont faisait je mal aux parlais. doigts, on se faisait mal aux avant-bras. Le prof, il nous criait dessus. Voilà. Je crois que c'est un petit peu révolu. On essaye d'être un petit peu plus doux avec les élèves. On essaye de les valoriser davantage Mhm. et voilà, de pas prendre en compte uniquement la performance. Moi, je me rappelle à l'époque, typiquement, on faisait ce qu'ils appelaient endurance. Tu faisais 20 tours de piste, tu avais 20, t'en faisais 19, tu avais 19, Mhm. t'en faisais 18, tu avais 18. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on prend des vitesses maximales aérobies des élèves, ils travaillent sur un projet en fonction de leur niveau. Vous Voilà, prenez en compte je pense, l'évolution, j'imagine? voilà, Mhm. exactement. On prend en compte bien sûr leur évolution, leur engagement dans la pratique. On prend en compte leur régularité dans l'effort, la gestion de leurs allures. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte qui font Mhm. que même un élève, on va dire, faible sur les capacités, peut avoir d'excellentes notes. Donc, je crois que c'est plutôt du positif et ça fait quand même quelques années, de nombreuses années que ce changement est enclenché et je crois qu'aujourd'hui, on, on est quand même globalement sur la bonne voie et voilà, j'espère que, en tout cas, les élèves dans mes cours et puis dans les cours de mes collègues prennent du plaisir à faire de l'EPS. Très bien, Fabien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On n'en parle pas souvent, hein, des profs de PS et de manière générale. Donc là, on a un bon retour, c'est bien, c'est plutôt positif, donc c'est chouette. Euh, Bah écoute, moi Vas-y. je trouve ça positif, je suis encore enthousiaste. Bon, bah, tant mieux, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va revenir à la partie sport. Donc tes premiers pas de sport. Tu as tout à l'heure évoqué que tu as fait tes premiers pas en montagne après avoir fait des sports co, etc. Dans quelles conditions tu as foulé les sentiers au tout début? Écoute, au tout début, comme je te disais, on était avec mon instituteur dans le Val-Gaudemar, donc on a fait 2 années camping, rando, voilà. Et puis avec les copains, on s'est dit pourquoi pas faire un trip en groupe. Donc on est parti à 5 faire le Tour de l'Oisan, le GR54, chargé comme des mules. On avait plus de 25 kilos sur le dos, on avait pris une corde, un piolet, on avait pris des boîtes de conserve, chose qui se ferait plus du tout actuellement. Donc on avait pris tout ça sur le dos pour faire le GR54. Donc on avait 15 ans. Voilà, donc on a pris le train, on est parti par nos propres Chouette. moyens avec les copains. Ouais, c'était chouette. On a dormi en tente. On a dormi sur le pas d'une porte à un moment donné sous l'Alpe d'Huez. Tu Voilà, étais le moteur de ce c'était projet-là l'aventure. ou Oh non, on était quelques copains. Ouais, j'étais pas le dernier t'étais pas pour le avoir dernier, des quoi? idées, mais voilà, on était une bonne bande de copains. Mais voilà, c'était vraiment, comme je te dis, c'était l'aventure, hein. On avait une carte pas du tout un 25 millième, on avait une carte au 100 millième. Je me rappelle pour faire le GR54, du matériel hyper lourd. Voilà, et il y a un copain qui rentrait chez lui au bout d'une journée
Donc on a terminé à 4, on a commencé à 5. Le copain avait des crampes au bout du premier jour et il arrivait même plus à marcher. Donc il est rentré chez lui. Et puis finalement, on a mené l'aventure à bout et puis au bout. Et puis ensuite, on a enchaîné par le tour de la Vanoise. On a fait 2 tours de la Vanoise, on a fait le tour du Queyras, on a fait le tour du Mont Blanc ensemble aussi. Et puis c'est vrai que on lève la tête, on voit les beaux sommets enneigés, englacés, avec le rocher. Et puis ça donne envie de grimper. Donc petit à petit, voilà, on a grimpé, découvert l'alpinisme, et puis allier les deux, à la fois de la rando, de l'alpi. Et parallèlement, donc moi, je continuais à faire du foot. Mhm. Je continuais aussi à faire de l'athlétisme, parce que voilà, j'étais rentré au début en athlé avec un a priori plutôt défavorable sur ce sport, parce que moi j'aimais bien courir, faire les crosses, tout ça, mais j'avais pas du tout envie de faire un sport individuel déjà. Et puis j'ai rencontré un bon groupe de jeunes à Dessines quand j'ai préparé mon concours d'entrée. Et finalement, je suis resté. J'ai rencontré ma femme ensuite. Et voilà, je suis resté au club. Donc, je faisais à la fois du foot, à la fois de l'alpi, à la fois de l'athlé. Donc, ça donnait parfois la face nord d'Argentière le samedi matin. Et puis l'après-midi, j'allais sur une course sur route dans le Jura. Voilà, il y a eu des enchaînements assez improbables. Un couloir en ski, un couloir raquette, descente à ski, et match de foot l'après-midi. Arrivé en retard, bien sûr, parce que j'avais pas prévu le bon timing et mis sur le banc par l'entraîneur à la mi-temps. Voilà. Donc, ouais, J'ai j'ai l'impression fait que pas mal de. t'as pas beaucoup usé le canapé en étant jeune, hein. Non, j'ai pas beaucoup usé le canapé, je l'use toujours pas énormément. Et voilà, j'aime bien faire beaucoup de choses. Euh, et voilà, j'ai fait comme je te le disais, du foot, de la montagne, de l'athlé en parallèle. Et puis j'ai arrêté le foot parce que ça devenait trop contraignant en termes de les sports co. Voilà, faut être présent à l'entraînement si tu veux être là le jour de la compétition. Euh, voilà, en athlé, j'ai trouvé une sorte de liberté de choix de la compétition, y compris sur les moments d'entraînement. Donc c'était un petit peu plus simple à gérer, avec aussi mes études en parallèle, la montagne qui prenait beaucoup de place à cette période-là dans ma vie. Donc voilà, j'ai arrêté le foot, T'as arrêté le foot à quel âge du même coup? si. Bon, alors je saurais même plus te dire comme ça, je devais avoir 20, 21, 22 ans à Mhm. peu près. Voilà, je suis resté, je pense, jusqu'à ma licence au club. Et puis après, voilà, après j'ai arrêté. C'était plus tellement compatible et j'avais plus le temps de tout faire, D'accord. tout simplement. Donc à la vingtaine, études en parallèle avec de la montagne, de l'alpinisme uniquement? Escalade, alpi, ouais, escalade et alpi principalement. Après du ski de piste, mais sans vraiment forcément faire de ski de rando. Le ski de rando, c'était assez occasionnel. Mhm. C'était un milieu dans lequel j'étais pas forcément initié. Et y compris aujourd'hui, je suis assez distant par rapport à tout ce qui est ski alpi, etc. Parce que habitant sur Lyon, on connaît pas toujours les conditions niveau logique. On sait pas trop comment est tombée la neige, avec quel vent. C'est pas toujours facile d'aller sur les bons itinéraires au bon moment. Euh, donc voilà, je sors pas énormément en ski de rando. J'aime beaucoup la montagne l'été. Voilà, j'aime beaucoup les contrastes aussi, glacier, glacier, prairie. Voilà, le fait de partir les pieds au sec et d'arriver sur un sommet enneigé. Voilà, j'aime beaucoup ça. Qui t'a qui t'a appris la montagne en étant plus jeune? Ben, on a Avec qui tu fait, t'es formé? alors on a fait une journée avec un guide, avec les copains, et puis après on a fait des courses très faciles. Et petit à petit, on est monté crescendo dans les niveaux de difficulté. On a beaucoup observé, on a beaucoup regardé comment fonctionnaient les autres cordées, on a beaucoup regardé comment fonctionnaient ces messieurs ou ces dames avec un petit écusson de guide sur la veste. Voilà, et puis on y est allé tranquillement, et puis je me suis formé comme ça petit à petit. À l'époque, donc en parallèle, tu faisais de la montagne et de l'athlétisme. Tu faisais quoi en particulier?
Alors en au athlée, j'ai niveau un des peu tout stades? fait. J'ai j'ai fait du sprint, j'ai fait du 800, j'ai fait du 400 mètres haies, j'ai fait du saut à la perche. Donc en fait, j'ai tout fait sauf ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de la course un peu longue. Et, j'ai Tu as travaillé découvert les entre bases. guillemets le. Voilà, écoute, j'ai travaillé les bases. On était plutôt, j'étais pas spécialement attiré par la course à pied. Je restais comme beaucoup de jeunes parce qu'il y avait un groupe sympa. En l'occurrence, c'était un groupe de sprint avec un entraîneur super cool aussi. On passait des bons moments, on s'amusait bien. Euh, comme je disais, j'ai rencontré aussi ma femme là-bas qui faisait partie de mon groupe d'entraînement. Donc voilà, je suis resté à l'athlé avec un très bon groupe. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on a vu que j'étais pas trop mauvais pendant les footings sur les distances un peu plus longues. Donc le coach à l'époque des coureurs sur route et des coureurs de cross m'a demandé de venir dépanner pour les crosses parce qu'il manque toujours quelqu'un pour l'équipe. Donc il m'avait demandé de venir dépanner. Donc voilà, j'ai fait des crosses avec un certain succès sans être excellent non plus. Et puis voilà, petit à petit, région lyonnaise égale course à pied Saint-Élion, on Mhm. va dire. Et donc la Saint-Élion, pour moi, les années 2000, c'était la grande époque des relais Saint-Élion. Donc au club, à mon club du Décine Mésio Athlétisme, on faisait toujours un relais pour la Saint-Élion et un relais à 4 notamment, parce que avant les relais à 4 partaient en premier. Et c'était le bon moyen de faire une distance relativement courte avec les copains et de faire une bonne place. Donc on se tirait souvent la bourre avec une autre équipe pour la gagne sur la Saint-Élion. Donc ça nous a bien occupé quelques années pendant les années 2000. Donc je faisais pas du tout de trail à l'époque. Et la Saint-Élion n'est pas forcément considérée comme un trail, mais plutôt comme une course nature. Mhm. Et à l'époque, il y avait encore plus de routes qu'il n'y en a aujourd'hui. Petit à petit, le chemin prend le pas sur la route, mais à l'époque, il y avait quand même davantage de routes. Et donc, voilà, en athlée, je suis venu comme ça sur du un peu plus long avec les crosses et avec la Saint-Élion par équipe. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu te rappelles de ta rencontre avec le trail à proprement parler? Ouais, oui, je me rappelle bien. En fait, je me rappelle bien parce que c'était 2008, hein, tout simplement. C'était 2008. Je venais de faire le marathon d'Annecy où j'avais fait quatrième et 2h29. Donc c'était un temps Ouais. qui était correct sur marathon. Donc c'était mi-avril. Et puis donc on attendait un enfant avec ma femme pour le mois de décembre 2008 et, euh, et un copain, enfin on va dire un ami plutôt, et l'athlète historique du club, le plus ancien licencié, faisait lui déjà du trail depuis un certain temps. Et il me disait toujours, mais Fabien, avec tes qualités d'endurance, ce que tu viens de faire de vitesse aussi, ce que tu viens de faire sur marathon, plus toute la montagne que tu fais, il faut absolument que tu essayes le trail, ça va être une discipline qui va te plaire, tu vas voir, viens avec moi, je te lance un défi sur Faverges. Il faut que tu nous cites la personne qui t'a dit Sur ça, le du coup. trail. C'est Thierry Crucy. Thierry Crucy. Donc il me dit, ben, je te défie, pour me provoquer un petit peu, il me dit, bah, je te défie sur le trail de Faverges. Donc à l'époque, sur le calendrier, trail de Faverges, c'était quand même un joli trail. Il y avait beaucoup de très bons coureurs qui allaient courir là-bas, sur le 42 km et aussi sur le 28 km. Et bon, j'étais en post marathon, en récup marathon. Je lui dis bah écoute pourquoi pas. Je vais sur Faverges. Donc j'ai fait pour me préparer le premier trail long d'ailleurs à 10 cols du Rousset. Avant c'était une course en montagne qui faisait partie aussi du challenge national. Et ils avaient fait pour la première année là en 2008 un trail un petit peu plus long que j'ai gagné. Après je suis allé sur un trail en Savoie fin mai euh, où je suis parti. Alors c'était marrant aussi, ma rencontre avec le trail, c'est aussi beaucoup ça. Je me rappelle beaucoup de ça parce que je suis parti sur la ligne de départ déjà. Donc le speaker annonçait un petit peu toutes les gloires locales du trail. Il y avait d'ailleurs des bons coureurs. Et puis moi j'avais quand même beaucoup l'esprit de compétition et j'étais un peu piqué là quand il annonçait tous les noms. Donc je me rappelle avoir vidé mes flasques, mes gourdes pour être le plus léger possible et me dire ben voilà je vais leur montrer et puis je vais gagner la course.
Puis je suis parti comme un furieux. J'étais en tête quasiment tout le trail et j'ai pris une hypoglycémie de fou au bout de 20 bornes, à marcher, presque à ramper jusqu'au ravitaillement où j'étais complètement en hypo. Je me suis fait doubler par le gars qui a du coup gagné le trail. Et voilà, je suis arrivé au ravito et j'ai mangé tout ce que je pouvais. Mon pote Thierry qui m'avait dit, si tu fais une hypo, faut que tu manges des tucs, faut que tu manges du saucisson. Donc je me rappelle m'être baffré de tucs et de saucisson au ravitaillement. Puis je suis reparti en marchant parce que j'étais absolument incapable de courir à ce moment-là. Je me suis fait rattraper par le troisième, donc qui est passé deuxième. Et puis j'ai quand même fini plus fort quand l'hypo est passé, puis j'ai fini deuxième de la course. Donc ça, c'était une rencontre assez dure avec le trail. Et puis T'as après, appris du coup. voilà. T'as appris. Voilà, après j'ai appris, j'étais pas spécialement très bien préparé pour le 42 km de Faverges, donc j'avais fait le 28 km que j'avais gagné aussi. Et puis voilà, ça m'a bien plu. J'ai vécu de belles expériences. Il faisait beau sur les trails que j'ai fait. J'ai pris du plaisir malgré l'inexpérience. Et comme mon fils arrivait au mois de décembre, je me suis dit, bah, la saison de cross cette année, ça va être mort. J'entendais les gens dire les nuits, tu vas pas dormir, tu vas être fatigué, etc. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas, pour une fois, faire la Saint-Élion en entier et pas en équipe début décembre, avant l'arrivée de mon fils, et après, comme ça, je pourrais récupérer tranquillement et m'occuper du petit avec ma femme. Et donc, je me suis lancé ce challenge un peu Saint-Élion avec une prépa, on va dire, plutôt marathon, une prépa que je maîtrisais bien. J'ai fait le premier Lyon Urban Trail qui avait lieu d'ailleurs en 2008, c'était au mois de novembre. D'accord. J'avais fait deuxième derrière Julien Rancon qui avait gagné Mhm. à l'époque cette première édition. Bon, plutôt bien, pas très loin de Julien. J'ai abordé la Saint-Élion en toute humilité. J'ai réussi en dernière minute à avoir un dossard préférentiel pour être dans le sas devant. Donc, parce que moi, j'étais absolument pas connu, absolument pas coté dans le milieu du trail. Puis voilà, donc ma rencontre avec le trail, ça a été ça, cette année 2008 et la Saint-Élion que j'ai fini par gagner. Voilà, Tu gagnes ta première pour ma Saint-Élion pour première ta course. première année de trail. Ouais, et puis pour ma première course qui dépassait 42 km, j'avais jamais fait plus. J'avais fait un entraînement de marathonien. Voilà, bon, j'avais estimé que par rapport au temps de l'an dernier, sur ce que j'avais reconnu, sur ce que je m'étais entraîné, que j'étais capable de faire dans les 5 premiers. Mais alors je savais pas du tout, je m'attendais pas du tout à gagner. Donc ça a été une rencontre plaisir. Enfin plaisir. Ça a été une rencontre. Comment dire ça? Euh, oui, plaisir, oui, mais difficile parce que j'ai eu beaucoup de douleurs, notamment musculaires, parce que j'étais pas préparé au trail. Mais plaisir dans les sensations, dans la gagne d'une course pour nous qui était historique, quoi. Donc ça a été vraiment pour moi une révélation, on va dire. Donc tu disais que pour toi, fin, pour toi et de manière générale, la Saint-Élion, c'est pas considéré réellement comme un vrai trail. C'est quand tu te mets au vrai trail et au truc un peu plus costaud, du coup. Ben, en fait, avec cette victoire à la Saint-Élion, et puis les victoires ou les deuxièmes places que j'avais fait sur la saison, on va dire, en préparation, ben, ça a quand même, j'ai quand même un peu gambergé. Je me suis dit effectivement, tu Il y a moyen de faire quelque t'es chose. pas voilà, il y a moyen de faire quelque chose. T'es pas un amoureux de la course sur route, t'adores la montagne, t'as la possibilité t'as apparemment des capacités pour performer dans cette discipline du trail. C'était, on va dire aussi les premières années, on commençait à parler d'une équipe de France. Où il y avait des regroupements qui se commençaient à se faire, des teams qui commençaient à se monter. Donc je me suis dit que ça pourrait être une belle aventure. Et sincèrement, j'ai persévéré déjà parce que j'ai gagné. Et j'ai persévéré parce que j'avais vraiment l'intention d'aller en équipe de France. Pour moi, c'était quelque chose d'important de porter le maillot du pays, de représenter son pays sur une course officielle. Et vraiment, j'ai continué en me disant, tiens, il y a peut-être une place à prendre, pas tout de suite, mais dans quelques temps en équipe de France. Donc c'est vraiment aussi ce qui m'a fait continuer. Mhm. Et en parallèle, tu faisais toujours de l'athlétisme ou pas du tout?
Oui, 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 bien sûr, j'ai continué au club parce que là, à cette époque-là, en 2008, je commençais déjà à entraîner. J'entraînais en partie le groupe qui faisait demi-fond, course sur route. Je faisais les plans marathon. Je faisais pas mal de plans d'entraînement et puis le club, c'était aussi une famille. On s'entendait bien, on passait d'excellents moments. Voilà, j'avais ma femme là-bas, j'avais mon beau-père là-bas, j'avais des amis là-bas et pour moi, trail running, c'est aussi athlétisme. Ça fait partie de la famille de l'athlé et, euh, et les entraînements, en tout cas tous les entraînements de vitesse, tous les entraînements que pu faire sur piste, etc., m'ont toujours servi dans ma pratique du trail. Donc pour moi, c'était pas, c'était d'abord une pratique athlétique et on va dire ensuite une pratique du trail parce qu'on est quand même dans une région où il n'y a pas énormément de montagnes, en tout cas de hautes montagnes. Les dénivelés sont pas phénoménaux. Donc les premières années où j'ai fait du trail, je me suis beaucoup aligné sur des courses sans faire de dénivelé ici sur Lyon ou très peu. Je faisais du dénivelé quand j'allais faire des recos de courses, des mini-stages, des petits week-ends, des choses comme ça. Mais ici, en tout cas sur Lyon, je faisais très très peu de dénivelé. Et du coup, on va parler un petit peu entraînement, là, du coup, on va un peu digresser, mais comment tu as réussi à euh, compléter ton entraînement pour pouvoir être efficace, notamment en montée ou en descente, en t'entraînant majoritairement en plaine? Eh ben, comme je te le disais, j'ai fait pas mal de sorties, notamment le week-end, sur les lieux des compétitions pour m'entraîner sur du Et spécifique. tous les week-ends, Après, du on coup, tu a, faisais des sorties de ce Ah type? non, 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 pas tous les week-ends, pas tous les week-ends. Je les faisais de temps en temps. Je m'entraînais aussi dans les Monts d'Or. Nous, on a les Monts d'Or avec 400 mètres de dénivelé, quand même Mhm. pas très loin de chez moi. Je suis à peu près à une trentaine de kilomètres des Monts d'Or. Donc voilà, je me déplaçais en voiture pour m'entraîner là-bas. Dans l'est, côté Isère, j'ai également quelques petites montagnes avec du petit dénivelé pas très loin de la maison. Voilà, mais c'est vrai que je faisais du travail de côte, du travail de renforcement musculaire, mais je suis arrivé assez tardivement sur du réel travail de dénivelé. En tout cas, en 2008, 2009, 2010, quand j'ai commencé le trail, je faisais très très peu de dénivelé. Le spécifique, c'était pour moi la compétition. Voilà, j'allais faire une compète et c'était pour moi mon spécifique. Le reste du temps, c'était des séances de qualité, principalement à plat, avec de la VMA, avec du fartlek, avec du seuil, avec de l'endurance active, avec des sorties longues. Mais c'est vrai beaucoup sur le plat. C'est ce qui m'a fait aussi beaucoup défaut sur certaines courses, c'est que j'avais du coup pas mal de crampes Mhm. parce que les descentes et notamment les efforts excentriques sont très traumatisants pour les groupes musculaires, notamment les quadrilles et les adducteurs. Et puis j'avais souvent des crampes faute de travail réellement spécifique. Dans un premier temps, bien sûr, et petit à petit, voilà, on rajoute des petits éléments, on progresse pour pas toucher, on va dire, la vérité, parce que on n'a jamais la vérité en entraînement et surtout en trail, parce que c'est une activité qui est extrêmement complexe et très complète. Et c'est aussi ce qui m'a plu, c'est-à-dire que j'ai vu un petit peu tous les ans des facteurs, des vecteurs d'amélioration que je n'avais pas avant. Donc voilà, j'ai progressé tout au long des années de pratique avec l'expérience et puis en amenant chaque fois des petites choses supplémentaires. Est-ce que tu as amené aussi de l'entraînement croisé, type vélo, Oui, ski de rando ou ski de fond, non? ouais, tout à fait. Non, là, je pense que aujourd'hui, c'est indispensable, surtout pour un coureur d'ultra. Après, quand on fait que du trail court, on pourrait presque faire que de la course à pied, hein. Il y a beaucoup de coureurs de trail court qui font principalement que de la course à pied. Bon, après, pour les coureurs d'ultra, c'est plus compliqué. Non, en entraînement croisé, moi, j'essaye de faire du vélo. Je prends beaucoup de plaisir à vélo, notamment en vélo de route quand les conditions sont bonnes. Alors, je suis pas du genre à partir sous la pluie ou quand il fait 2 degrés dehors, mais l'été, je fais beaucoup de vélo de route. Je fais du VTT aussi l'hiver, ça m'arrive de faire du home trainer, donc ça c'est pour la partie plutôt cyclisme. Après, il y a toute la partie musculation, renfort musculaire, proprioception, gainage.
Voilà, ça représente Combien de fois par 1 à semaine? 2 entraînements voilà, je Ah oui, dirais, ouais. 1 à 2 séances de musculation et au moins 2 séances de gainage, par semaine, plus, souvent aussi, une proprioception, dans la semaine. Je pense que ça, c'est très, très important. Heu Ah, et puis après, je me permets de t'interrompre. oui, bien sûr. J'ai mis en place un nouveau rituel parce que je pense que il n'y a rien de plus efficace en termes d'entraînement que d'imposer un rituel. Alors tu vas rigoler, mais quand je me brosse les dents, je fais de la proprioception sur un ballon en alternant les pieds. Ça peut paraître débile, mais du coup, ça me fait 2 minutes le matin, 2 minutes le soir de proprioception tous les jours. Oui, bah, tu peux effectivement. De toute façon, il faut à un moment donné, il faut se fixer, un plan, un cadre, un rituel, si on veut s'y tenir parce que, c'est une activité où on est aussi, souvent tout seul, mine de rien pour s'entraîner. Donc voilà, aller à l'entraînement ou s'entraîner, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Voilà et le fait d'avoir un plan, un rituel et cetera, ça nous permet de nous raccrocher à des points fixes et qui nous obligent quelque part, même quand on n'a pas envie C'est ça, à faire les choses, tout à fait, à tout à faire les fait. choses. Donc voilà, vélo, Ouais. musculation et puis après, pas mal de montagne, avec de la rando course, mais aussi du ski. Effectivement, alors ski de fond, pas trop. J'aime bien faire un petit peu de ski alpi de temps en temps, mais c'est pas forcément systématique. Voilà, je vais plutôt chercher l'entraînement croisé à travers, muscu, proprio, gainage et vélo. Très bien. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer chez toi, ce serait quoi, physiquement? C'est difficile parce que j'arrive quand même à un certain âge, donc c'est compliqué en tout cas, maintenir, garder, le plus longtemps possible quand même de la vitesse. Heu, voilà, avoir une certaine réserve de vitesse, donc ce serait peut-être la qualité, la qualité qu'il faudrait. C'était un peu l'esprit de la saison que je voulais faire en 2020 en faisant du trail un petit peu plus court, Mhm. sortir un peu des ultras pour, voilà, pour me confronter un peu plus aux jeunes, à ceux qui ont beaucoup de vitesse. Bah, je trouve que ça fait On t'a aussi vu du d'ailleurs bien, de revenir sur à les des bases. Mathésins, non? Si je dis pas de bêtises. Pardon? On t'a vu sur les Mathésins cette année. Oui, voilà, j'étais sur les Mathézins parce que les Mathézins, bah, c'est court, c'est punchy, c'est Ah très oui, beau. tout pour être Cette année, punchy, hein. on avait une magnifique mer de nuages et puis en plus, ça se mariait bien avec ma passion pour la montagne parce que voilà, au Mathézin, tu mets les mains sur le rocher, tu as des arêtes, pardon, aériennes. Euh, donc voilà, c'était chouette. Je suis allé là-bas, pas dans une grande saison parce que j'avais pas une préparation de fou, mais je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis fait plaisir et c'était extrêmement sympa. Si tu devais citer une seule qualité qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle? Ben, sans hésitation, je dirais la dimension mentale. Voilà, la capacité à me faire mal, à repousser mes limites, à jamais rien lâcher. Ouais, ça, c'est des choses qui me parlent. Voilà. C'est des choses qui me parlent. Ça te vient d'où Euh, d'ailleurs? le, Bah, je sais pas. J'en sais rien. Franchement, je sais pas, mais Poussé étant petit par j'aime. tes parents dans la perf, non? Pas plus que ça en plus, j'ai l'impression. Non, 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 mes parents m'ont franchement jamais poussé à la performance, mais absolument pas. C'est Euh, inné. quand j'étais footballeur, j'aimais gagner les matchs, j'aimais pas les perdre. J'ai toujours eu un petit peu ça en moi. C'est inné, ouais. Hmm. J'ai Voilà, j'aimais m'accrocher jusqu'au bout, j'aime l'effort physique, le dépassement de soi, voilà. J'aime ça et c'est vrai que, les qualités mentales, on va dire que physiquement, j'ai rien de bien supérieur à beaucoup de coureurs, mais c'est vrai que j'ai réussi à optimiser et à faire de très belles performances, je pense avec ce versant mental, heu, qui est quand même globalement un point fort, qui m'a parfois, aussi, fait perdre, mais quand même, ouais, ouais, je suis un petit peu un lâche-rien, quoi. D'accord. Petit conseil pour nos auditeurs concernant l'alimentation, notamment en ultra. Est-ce que tu aurais ça en magasin? C'est très, très compliqué. Ah oui. L'alimentation, c'est vraiment très personnel, mais par contre, il Un y a quand même conseil des général. bases.
Voilà. Voilà, il y a quand même des bases. Les bases, c'est de s'alimenter régulièrement, de s'alimenter en petite quantité, de s'alimenter avec des produits avec des index glycémiques qui sont quand même relativement bas. Mhm. Euh, alors moi personnellement, je bois, je fais de la boisson énergétique et je mange aussi du solide régulièrement, notamment sur mes ultras. Il y a pas. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver une boisson qui soit pas trop sucrée, euh, trouver des aliments qui se mâchent facilement, qui se digèrent facilement. Ça peut être. Alors, moi, c'est tout bête, hein, sur mes UTMB, j'avais acheté ça dans un magasin de bricolage. C'était une caisse à vis avec plein de petits compartiments. Et puis, j'avais des noix de cajou, j'avais des dés de jambon, j'avais du comté. J'avais des pâtes de fruits, j'avais des gels, enfin j'avais un peu plein de choses différentes, des barres énergétiques, parce que voilà, on n'a parfois pas envie de la même chose. Euh, Ça peut être des soupes, ça peut être de la patate douce, ça peut être voilà, il y a il y a plein de choses différentes, il y a plein de recettes différentes. Ce qui est sûr que c'est sur un ultra, il faut s'alimenter régulièrement et notamment régulièrement solide. Ça c'est important. Euh, du coup, on peut se passer de manger du solide à condition d'avoir du boisson énergétique bien dosé et riche en nutriments, riche en glucose aussi. Mhm. Euh, voilà, il y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est essayer les produits à l'avance, essayer ces produits énergétiques à l'avance, avoir sa routine. Euh, voilà, c'est très très dur. Bien Conseiller des sûr. gens sur les, c'est C'est un ce qu'il peu y a de comme plus sur les dur, hein, de toute baskets. manière, hein, je pense, Moi, il en y a fait. beaucoup de gens qui me demandent des conseils basket. Mhm. Je dis souvent, ben, faut essayer, faut se mettre dedans, faut aller courir à l'extérieur, courir sur un tapis, Mhm. aller dans les magasins, parce que les pieds sont tellement différents et c'est pareil, les intestins sont très différents les uns des autres. Moi, je sais que je suis assez fragile, donc je vais faire très très attention à ce que je vais prendre. Mais j'ai fait de très bonnes perfs en mangeant que du sucré. J'ai fait de très mauvaises perfs en mangeant que du sucré. J'ai fait des bonnes perfs en mangeant du salé, du En plus, jambon, c'est pas forcément etc. logique, en plus. Et, C'est un peu aléatoire, parfois, j'ai l'impression. bah, c'est parfois aléatoire, mais en tout cas, ce qui compte, c'est une alimentation régulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, alimentation régulière en petite quantité, euh, assez riche, riche en nutriments, riche en acides aminés, riche en, en glucose complexe. Bon, voilà, c'est des alimentations comme ça qu'il va falloir privilégier pour les gens, mais surtout essayer l'alimentation et se rapprocher on va dire, de professionnels, de nutritionnistes, de diététiciens qui vont pouvoir donner de bons conseils ou de coachs qui sont particulièrement calés sur le sujet. Très bien. Comment tu dors, de manière générale, et avant un gros événement? Alors, je dors plutôt bien, j'ai un sommeil qui est assez profond, qui est, je pense, assez réparateur. Alors, j'ai souvent des problèmes à l'endormissement. J'ai souvent du mal à dormir. Voilà, parce que je suis toujours en train de cogiter à plein de choses, j'ai toujours plein de choses à faire. Et voilà, donc je m'endors pas toujours très facilement. Voilà, je suis un peu sensible à la lumière, au bruit pour m'endormir. Mais après, une fois que je dors, en principe, c'est un sommeil assez lourd. Assez lourd. Non, je dors plutôt bien. Et puis avant les compètes, avec l'expérience maintenant, ça me pose pas tellement de problèmes. Ça me pose pas trop de problèmes. Alors je suis plutôt un couche tard. Et quand il y a des compètes très tôt le matin, je dors peu. Je Mhm. dors peu, mais ça me dérange pas plus que ça. Il m'est arrivé souvent de faire des compètes en n'ayant pas du tout dormi la nuit. Bon, ça m'a jamais vraiment posé de gros problèmes. Je suis pas non plus je dors bien, mais je suis pas un gros dormeur non plus. Ça me gêne pas de Je passer une pense, nuit dehors sans je dormir. pense que l'adrénaline prend le relais souvent dans ce type de situation. Quand on est. Ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Bon, après, il y a des coureurs qui vous disent, ah ben moi j'avais besoin de prendre un café, de prendre un thé, je m'endormais en courant, enfin, je passais, en passant la nuit dehors, j'avais tendance à dormir. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Je, je suis assez facilement éveillé, je supporte assez facilement une nuit sans sommeil aussi. Non, non, le sommeil, ça va plutôt bien. Très bien.
J'aimerais bien parler, si possible, de ton moment extraordinaire. Alors, j'explique le concept. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, dont tu te souviendras toujours. Le moment le plus atypique dont je me souviendrai toujours. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ça, c'est vrai que je l'avais pas travaillé ta question spécialement. J'avais pas regardé. Ah, on va J'avais dire pas regardé. ton plus beau souvenir de Oui, trail. si. Alors Alors, si, vas-y, alors vas-y. si, 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 si. Alors, je vais te raconter un moment extraordinaire dont je me souviendrai toujours. Alors, je vais revenir encore à cette fameuse Saint-Élion qui était ma meilleure course, enfin ma meilleure course, excuse-moi, je vais revenir à cette Saint-Élion qui était ma première grande course en 2008. Et sur la Saint-Élion, moi, j'écoutais souvent les anciens parler qu'il avait fait en solo, qu'il avait fait en relais. Et souvent, comme c'est une course de nuit, il nous parlait stratégiquement, il faut éteindre la frontale pour que l'adversaire te voit pas qu'il se rapproche de toi ou que tu prends de la marche sur lui. Et quand j'ai fait la Saint-Élion en 2008, donc je suis parti un petit peu derrière le groupe de tête. Donc à l'époque, il y avait quand même des Pasquio, des Malardé, des Delbar, des Pomeray, Proyetto qui avait gagné l'année d'avant, qui était très fort sur la Saint-Élion. Et puis des coureurs sur route aussi qui étaient assez complets, assez rapides, notamment des marathoniens. Et, euh, et donc, comme je te disais, j'étais pas parti pour la gagner. Et puis, je suis remonté sur le groupe de tête à Sainte-Catherine, donc à peu près globalement à mi-course. Et donc, je me retrouve avec les coureurs de devant. Et puis, ils savaient que j'étais du secteur. Et ils commencent à discuter. Et puis, ils me disent, ah, c'est Lyon, c'est les lumières de Lyon qu'on voit. Puis moi, bon, j'avais pas trop envie de discuter en course. Donc j'ai dit, oh ouais, c'est les lumières de Lyon. Et là, donc j'ai éteint ma frontale. J'ai repensé à tous ceux qui nous racontaient leurs histoires de frontale éteinte sur la Saint-Élion. Et j'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond, en fait. Je suis parti à fond, donc j'étais sur la partie Sainte-Catherine Soucy-en-Jarret, qui était une partie que je faisais très très souvent avec les copains quand on faisait ça en relais. Et j'avais fait souvent des très très bons chronos sur cette partie-là. Et comment Et tu puis fais voilà, sans j'avais. frontal, du coup? Et ben, je connaissais presque le parcours par cœur. C'était une année où il y avait quand même pas mal de boue, mais je connaissais presque le parcours par cœur. Et puis, bon, avec la proprio, tout ça, les appuis, ça va quand même pas trop mal. Et donc, j'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond dans C'est cette fameuse culotté. descente que tout le monde redoutait, qui était la descente du Bois d'Arfeuil. Donc, je suis parti à fond et j'ai fait le relais Sainte-Catherine-Soucieux à bloc en me disant, bah, je suis en tête de la Saint-Élion, il y a 10 000 personnes derrière moi. C'était en plus, je crois qu'en 2008, c'était la première année, parce que je suis arrivé tout seul devant, c'est la première année où les relais partaient derrière les solos. Et du coup, il y avait cette sensation de se dire, bah, t'es le premier, il y a 10 000 personnes derrière toi, fais-toi plaisir. Et j'ai dit, je veux arriver en tête à Soucieux. Sainte-Catherine-Soucieux, c'est mon relais. Donc voilà, j'ai éteint. Ça, c'était un moment extraordinaire, comme tu dis, extraordinaire. Donc voilà, je me suis dit, j'arrive à Soucieux en tête, et puis après, advienne que pourra. Et voilà, après, j'ai serré les dents, j'ai des perclus de crampes. Ouais, c'était très très dur. J'ai souffert le martyr dans la descente de Lyon parce que j'avais l'effort excentrique, j'en avais pas encore l'habitude et j'avais des crampes de fou au quadriceps, aux adducteurs. Je m'arrêtais des fois pour m'étirer et voilà. Et c'est ce moment-là où j'ai éteint ma frontale, je suis parti. C'était assez marrant et voilà. Je raconte souvent l'anecdote et c'était un moment assez. Pour moi, cette Saint-Élion, c'était quand même un moment extraordinaire parce que voilà, je découvrais. J'avais même pas de montre. J'avais pas de montre. J'étais parti sans montre, donc je savais pas du tout le temps que je faisais. Enfin, c'était la découverte complète. C'était vraiment un grand moment, un moment extraordinaire, ouais, Et est-ce que effectivement. la cette Saint-Élion, c'est 2008, c'est ton plus beau souvenir de trail ou il y en a un autre? Ouais, mon plus beau souvenir de trail, alors c'est vrai que la Saint-Élion, c'est une partie à part, on va dire. C'est quelque chose à part parce que c'est quand même ce qui m'a lancé dans l'activité et dans la course de trail. Mais ouais, pour moi, le plus beau souvenir, c'est quand même les Templiers que je gagne en 2012. Parce que les Templiers, voilà, c'était et c'est encore aujourd'hui en France la course de référence, la course que tous les bons trailers et que tous les trailers les plus complets veulent accrocher à leur palmarès. Euh, donc voilà, c'est cette Saint-Élion, j'avais déjà gagné. C'est marrant parce que quand j'ai commencé la Saint-Élion, je me suis dit, il y a trois courses que je veux gagner. C'est la Saint-Élion,
parce que c'est la doyenne des courses nature, parce que c'est la course de ma région, parce que c'est une course hyper rapide. C'est une course, je me rappelle plus combien j'avais fait, mais il me semble que c'était des moyennes de l'ordre de 14 km/h pour gagner la Saint-Élion quand je l'avais gagné. Je me suis dit, il faut tu as gagné à Saint-Élion, et il y avait deux courses qui me parlaient en dehors d'à Saint-Élion, c'était la 6000D, Mhm. parce que pour moi la 6000D c'était la référence des courses des trails longs de montagne, pure montagne, avec cette montée et cette descente. Donc pour moi c'était la référence des trails de haute montagne, Que tu gagnes en en tout cas à 2011, l'époque. je crois, d'ailleurs. Voilà, que je gagne en 2011. Et puis ma troisième référence dans le trail, et je disais souvent, bah, quand j'aurais gagné ces trois courses, je pourrais m'arrêter de courir, c'était les Templiers. Parce que pour moi, les Templiers, c'était la course la plus complète. Il faut aller vite, hein, sur les parties, sur les plateaux, Mhm. on est facilement entre 15, 16, voire même 17 km/h à des moments. Mhm. Il faut être capable de courir dans des côtes qui sont Enfin, extrêmement raides. toi, hein, parce que moi je l'ai faite et j'étais Voilà, pas à 17 km/h. Ouais, mais tout le monde court vite sur le premier plateau, tout le monde court vite. Et voilà, les descentes, il y a parfois des descentes aussi techniques, ça descend raide. Euh, c'est une course qui est hyper complète, sur 70 km en plus, ou un peu plus de 70 km. Donc c'est vraiment pour moi la définition du trail long hyper complet. Et donc voilà, donc, et en 2012, à l'époque, donc il y avait le Trail Tour National, c'était la dernière année où on décernait le titre de champion de France sur le TTN. Et donc j'étais en tête, il fallait que je termine devant Sylvain, ou si Sylvain court terminait devant moi, il fallait que je fasse troisième au pire des Templiers. Donc j'avais quand même une petite pression. Et j'avais fait combien? J'avais fait quatrième l'année d'avant. J'en étais à mes troisième participation. J'ai fait 8-4. Et là, j'étais à la troisième participation. Et voilà, j'avais à cœur de gagner. Je pensais avoir les armes pour gagner. Et ben, j'ai fini par gagner avec des problèmes gastriques en début de course, mais une course que j'ai vraiment maîtrisée, avec des bonnes décisions qui ont toujours été prises, des attaques au bon moment, des bonnes sensations. Et voilà, pour moi, c'est mon plus beau souvenir, parce que c'est l'aboutissement voilà, d'un bel entraînement, d'une belle prépa. J'avais fait une prépa très difficile pour ces Templiers aussi, bien ciblée. Voilà, en plus, derrière moi, j'ai Miguel Heras, derrière moi, j'ai Andy Simons, voilà, j'ai Julien Rancon, il y avait cette année-là, il y avait Nico Martin aussi qui finit dans les 5 premiers, Mhm. et Yann Curien, il y avait Sylvain Cour, il y avait, il y avait Patrick Bringer, enfin, il y avait, à l'époque, il y avait tous les meilleurs coureurs français qui étaient présents sur la course. Donc voilà, c'est vraiment le plus beau souvenir, c'est ces Templiers 2012. Voilà, cette couronne de laurier, c'est arrivé à Millau. Non, non, c'était vraiment sublime. Et petite particularité, t'enchaînes une année après avec le trail, l'endurance, et tu le gagnes aussi. Oui, ouais, tout à fait. En Donc tu dois... fait, j'enchaîne avec l'endurance parce que, donc en 2013, je suis vice-champion de France en 2013. Voilà, sur une belle course à Gap, sur le premier championnat de France en ligne. Donc voilà, j'étais très très heureux de ce résultat. En plus, ça se terminait à bagarre. On était quatre en haut de la dernière bosse pour le podium. Donc j'étais vraiment ravi. Et puis voilà, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'ultra. Et voilà, quand on dit ultra, comme je suis un compétiteur, je me suis dit, il n'y a qu'un ultra que j'ai envie de faire pour commencer, c'est l'UTMB, parce que c'est la plus belle course au monde, c'est celle où il y a la plus grosse densité de coureurs. Et bah, il faut des points pour aller à l'UTMB. Donc Mhm. en 2013, j'avais pas les points forcément nécessaires pour faire l'UTMB 2014, donc il fallait que je fasse un ultra. Donc je me suis un peu excusé auprès de l'organisation, parce que je devais au début faire la grande course. Et pour avoir mes points, je me suis dit que l'endurance trail, ce serait sans doute sympa. Et voilà, du coup, c'était, on va dire, mon premier ultra. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail? Ah bah, on vient de parler de l'UTMB, mon pire souvenir, il est aussi à l'UTMB. Euh, donc 2014, je suis très bien. Je suis quatrième, juste avant Champais, et je fais avec des pieds en sang depuis la descente sur Saint-Gervais. Donc j'étais cette année-là très très fort.
Et j'avais entendu beaucoup dire, faut beaucoup boire, faut boire les soupes, faut boire du chaud, faut boire beaucoup, etc. Et en fait, je découvrais la distance et j'ai bu énormément. Et j'ai fait une hyponatrémie. Donc Oh, c'est en ah oui, gros c'est grave ça. une surhydratation. Ouais, c'est très grave. Et j'étais très bien et d'un coup, en fait, plus rien. Mes jambes répondaient plus. J'avais des vertiges, comme une hypoglycémie, mais C'est quoi, XXL. t'as une surconsommation de d'eau en fait? Ouais, tout à fait, la surconsommation d'eau, ouais. Et, en fait, ça fait des réactions dans l'organisme qui font on est en fait pour le coup plus du tout alimenté. Et donc ça crée des œdèmes, ça peut créer des œdèmes, notamment avec des déplacements de masse d'eau, et notamment au cerveau. Et ça peut entraîner la mort, Hmm. l'hyponatrémie. Mais Ouais. je le savais pas du tout, ouais, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, je me suis retrouvé avec les jambes complètement tétanisées, j'arrivais plus à lever les jambes, j'étais complètement dans le vague. Et donc bah j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté, j'ai passé 4 heures à l'infirmerie à Champais, et j'étais pourtant bien. Donc ça, c'est mon c'est un de mes pires souvenirs, on va dire, en course, parce que je m'étais fait peur. Mais par contre, le plus grand regret, je dirais, c'est l'UTMB 2016, parce que l'UTMB 2016, je pense que j'avais les moyens d'être très fort. Alors, je ne vais pas dire de gagner parce que ça fait prétentieux, mais j'étais très très bien. À Champais, je suis deuxième avec Julien Chaurier qui était juste derrière moi, Zach Miller qui était à 1 minute. On lui prend 19 minutes dans la descente depuis le Grand Col Ferret, donc je savais qu'on le reprendrait. Je savais que Julien était pas super bien parce qu'il commençait à accuser un petit peu le coup. Moi, j'étais pas extraordinaire non plus, mais j'avais faim et donc j'ai mangé énormément sur le ravito, et j'ai mangé très vite parce qu'ils sont repartis, Zach et Julien sont repartis très vite de Champais, et j'ai pas voulu en fait, c'était un peu stupide, mais j'avais pas voulu perdre de temps, donc j'ai boulotté comme on dit, j'ai boulotté beaucoup de choses d'un coup, et je suis sorti de Champais, et à la sortie du lac, bah, je me suis arrêté plusieurs fois aux toilettes, voilà, sans faire de détails, et ça m'a complètement vidé. Et voilà, dans la montée sur Bovine, j'ai pris un gros coup au moral. Je me suis dit, t'es pas fait pour ça, tu vas pas y arriver. Enfin voilà, j'ai pris un gros coup au moral. Et là où je disais que le mental était une de mes forces, pour le coup, là, cette fois-ci, ça l'a pas été. Et voilà, je pense que j'aurais pu mieux faire. Je savais qu'il y aurait des moments difficiles. Ça a été un moment très difficile, mais je me suis un peu trop vite dit que c'était pas ma distance, que c'était trop long, que j'étais plutôt fait pour le trail long que pour l'ultra. Et du coup, voilà, j'ai renoncé dans la tête. J'ai dit non, non. Et puis j'étais vraiment parti pour gagner. Et avec les soucis gastriques et tout, j'ai dit ah, ça va être très difficile de gagner, même si à Champais, les coureurs suivants étaient assez loin. Et c'est vrai que c'est un gros regret parce que j'arrive en haut de la bosse où j'avais marché tout le long, mais en me disant tu arrêtes. Et là, Ludo Pomeray me double et me dit allez, Fab, viens avec moi, on y va, on y retourne, devant c'est pas loin. Je lui dis non, Ludo, vas-y, moi j'ai décidé d'arrêter. Et c'est vrai que j'avais vraiment dans ma tête pris la décision d'arrêter. Et Ludo gagne donc en 2016. Mhm. Et bah, je dis pas que j'aurais pu l'accrocher parce qu'il fait une super course, il fait une belle course, il revient de loin, parce qu'il était très très loin à un moment donné dans la course. Mais voilà, ça fait partie de mes gros regrets de trail, et en tout cas d'ultra, c'est cette UTMB 2016 où je pense qu'il y avait quand même moyen de mieux faire, et voilà, et où j'ai pas fait, je pense, que ce que je voulais. Tu retentes l'expérience d'ailleurs de l'ultra des 100 miles ou pas? Eh ben, l'UTMB, pas cette année, parce que j'ai passé 2 saisons, alors pas blanches, mais quasi blanches, avec une pubalgie, puis une opération pour ma pubalgie, donc ça a traîné, ça a quasiment 2 ans. L'année dernière, la plupart des ultras ont été annulés. Donc cette année, j'ai tout simplement pas les points pour faire l'UTMB. Mhm. Donc je me suis inscrit sur la TDS. D'accord. J'avais encore les points pour faire la TDS, donc je vais faire la TDS cette année, donc qui est aussi une belle course, qui est une course qui passe aussi par un lieu qui me tient à cœur, qui est la Rosière, enfin juste à côté de la Rosière, voilà, au col du Petit Saint-Bernard, et puis à Bourg-Saint-Maurice, et puis au Passeur de Pralognan, etc. Donc c'est des coins que je connais bien, que je fréquente très régulièrement en hiver et en été.
Et c'est aussi une belle course avec pas mal de dénivelé, alors pas forcément dans le même esprit que l'UTMB. Mais voilà, donc du coup, je vais faire le, si tout va bien, si le contexte sanitaire le permet, la TDS cette année, et puis et pourquoi pas un UTMB ou un grand raid de la Réunion l'année d'après. Mhm. Ah, mais j'espère aussi, moi je suis inscrit sur l'OCC, donc on devrait se croiser là-bas. Je pense que d'ici là, fin août, j'espère, hein, je touche du bois, j'ose même pas imaginer que ce soit pas possible. Bon bref, on espère tous que ça soit le cas. Exactement, on espère tous et on espère que les vaccins vont arriver vite et que voilà, on va pouvoir nous laisser un petit peu profiter de la montagne avec un dossard et aussi libérer les organisateurs parce que je Mhm. crois qu'ils vivent aussi, alors les coureurs c'est une chose, mais les organisateurs vivent aussi des moments difficiles et voilà, il faudrait pas que ça dure très très longtemps aussi pour eux. On pense notamment à, puisque les Templiers comptent beaucoup pour toi, on pense notamment à Gilles Bertrand Mm. qui a dû annuler deux fois de suite les Templiers. On espère vraiment Ouais. que l'année prochaine, enfin cette année, ça sera faisable, quoi. Ouais, 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 pour des intempéries, effectivement, l'année d'avant, et Mm. puis à cause de la Covid cette année, effectivement. Ouais, on espère que cette grande fête du trail pourra avoir lieu cette année, En tout comme cas, l'événement si UTMB, et elle a puis comme lieu, les autres, et puis mm, toutes les petites courses aussi, tout toutes à les fait. petites courses avec des organisateurs qui donnent beaucoup de temps aussi, qui ont le plaisir de nous accueillir sur leur parcours, nous faire découvrir leur paysage, et voilà, qui s'investissent aussi beaucoup dans leur organisation. Et voilà, on espère aussi pour eux que ça pourra se faire. Et puis surtout qu'on nous lève un petit peu les incertitudes, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude, pas savoir si on fait, Mhm, si on fait pas. c'est clair. Voilà. Donc, voilà. Et puis tout l'écosystème qui est autour, hein, les speakers, on pense à Hugo, on pense à Ludo Collet, on pense à tous ces gens-là. Il y a un vrai écosystème qui vit tout autour de l'activité du trail. Et moi, personnellement, on peut dire qu'on peut faire des événements off, etc. Mais moi, de mon point de vue, il n'y a rien qui remplace un événement officiel, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Bah, mais... bien sûr. Bien sûr, et puis il y a il y a aussi, il faut le dire, une vraie économie aussi autour du trail et c'est bien normal aussi. Euh, et voilà, c'est un secteur, le secteur sportif qui est vraiment mis à mal, quoi, qui est vraiment mis à mal. On parle beaucoup, et à juste titre, des restaurateurs, mais c'est vrai que dans le milieu du sport, les temps sont pas faciles, d'autant plus qu'on a souvent été montré du doigt, notamment pendant le premier confinement, Mhm. en passant un petit peu pour les parias, les gens qui courent pendant que d'autres sont dans les hôpitaux, etc. Donc c'était un petit peu, j'ai trouvé tout ça un petit peu dommage au lieu de mettre le sport en avant comme un atout de santé, le fait qu'on nous montre un petit peu du doigt parce que on faisait des loisirs pendant les confinements. Enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé qu'on aurait pu valoriser un peu plus le sport et l'activité physique pour justement être en bonne santé et faire face à des épidémies comme la Covid. Bah, Voilà. je pense que c'est, pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, je pense que c'est un peu culturel et lié à la culture même du pays, hein. Tu dois le savoir, toi, en étant prof de PS, le sport est pas considéré comme quelque chose de primordial, c'est considéré comme une activité de hobby ou je sais pas trop, mais on considère pas clairement que le sport aujourd'hui est primordial, notamment pour la santé, quoi. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, hein, de manière générale. Ouais, mais ouais, tout à fait, tout à fait. On va sortir un petit peu du sujet. L'alpinisme est énormément important pour toi. Est-ce que tu C'est peux, vrai. dans un premier temps, nous donner ta vision de la différence entre le trail et l'alpinisme et, si possible, nous donner une expérience, ta plus belle expérience d'alpinisme? Alors, les différences, elles sont quand même assez importantes. C'est le dossard. Enfin, la différence principale, c'est le dossard, la compétition, la bagarre que tu as sur un trail que tu n'as pas en alpi. Euh, voilà, ça c'est concrètement voilà, en alpinisme, même si faire un bon temps, grimper vite, c'est souvent gage de sécurité parce que les conditions sont meilleures à certaines parties de la journée. Voilà, on n'a pas d'obligation d'aller vite, on n'est pas contre quelqu'un, au contraire, on est avec quelqu'un, on est, on est en cordée.
on est encordé, donc cet esprit-là est complètement différent de celui du trail où on est globalement en compétition avec les autres. Ça fait partie, je pense, des différences principales entre trail et alpi. Il y a aussi la partie risque qu'on retrouve en alpi. Voilà, qu'on retrouve pas en partie trail, parce que bon, en trail, on peut éventuellement se fouler une cheville, mais il n'y a pas globalement de grands risques à aller Mhm. sur des itinéraires balisés où on a des ravitaillements. Voilà, donc il y a cette partie risque aussi qui est assez différente sur la pratique alpi. Après, on va dire il y a quand même pas mal de similitudes. Aller de- dans de beaux paysages, notamment faire des beaux sentiers, des belles voies. Et puis il y a cette chose-là que moi je retrouve et que j'affectionne particulièrement, c'est le goût de l'effort et le dépassement de soi. Voilà, en alpi, c'est pareil, on est parfois sur des voies qui sont difficiles mentalement, physiquement. Il faut avancer, il faut tenir des délais, il faut faire des efforts d'endurance, d'ultra-endurance. C'est des choses que je retrouve aussi et qui sont similaires au trail. Bon, après, la différence, c'est qu'en alpi, j'aime beaucoup profiter du paysage et prendre des photos. En trail, j'ai T'as encore pas le jamais temps. pris de photos en courant. C'est pas encore quelque chose que je fais. Ça, c'est une des différences fondamentales aussi. Ouais, c'est sûr. Après, ma plus belle expérience de montagne, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de belles expériences parce que j'aime beaucoup faire des montagnes variées. Je suis allé sur beaucoup de montagnes dans beaucoup de pays, de partout sur le globe. J'ai partagé beaucoup de choses avec plein d'amis aussi. Donc, j'ai plein, plein de bons souvenirs de montagnes. Euh, Après, ma plus belle expérience, ma plus belle rencontre, c'est quand même avec le Mont Blanc parce que j'aime faire beaucoup de choses variées, mais le Mont Blanc, j'y retourne tout le temps et tous les ans, une fois, deux fois, trois fois par an, je vais gravir le Mont Blanc parce que je trouve qu'il y a toujours un feeling particulier, il y a toujours une ambiance particulière, même s'il y a parfois du monde sur la voie. Je trouve que c'est une montagne qui est accessible déjà, qui est belle, qui domine. Voilà, donc j'ai une belle histoire avec le Mont Blanc et après, voilà, en expérience marquante, sans hésitation, ma première expé, on va dire, à l'étranger en 2001 au Pakistan. Parce que je connaissais pas grand-chose, j'étais très jeune et monter sur un 8000, euh, voilà, c'était très impressionnant. Rencontrer les locaux, les enfants, aller dans les petits villages. Voilà, c'était une expérience vraiment extraordinaire pour le coup. Donc c'est vraiment mon expérience montagne qui m'a marqué, c'est le Broad Peak en 2001. D'accord. Aujourd'hui, tu fais toujours de l'alpinisme intensément ou c'est plus rare? Non, 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 j'en fais plus rarement. J'en fais beaucoup en partage avec des amis qui me demandent de les emmener, notamment sur le Mont Blanc. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de les emmener, donc j'emmène régulièrement des gens en montagne. J'en fais parfois tout seul. J'en fais souvent avec un ami justement aussi que j'ai rencontré, que j'ai rencontré au Pakistan en 2001, qui partageait l'expédition aussi avec moi, qui est devenu un ami proche et qui est vraiment un esthète de la montagne, qui est pas du tout lui dans la compétition, qui a jamais fait de compétition, mais qui aime beaucoup les beaux paysages, tout ça. Donc on va faire de la montagne plaisir, beaucoup de montagne plaisir avec lui. J'ai pas envie spécialement de m'engager dans des voies difficiles parce que j'ai des enfants, voilà, et c'est une activité qui est quand même risquée. Euh, donc voilà, je fais vraiment de la montagne plaisir dès que je peux euh, et la partager avec les autres. Voilà. Après, je sors plus comme avant. Il y a quelques années où j'étais encore célibataire et où j'avais pas d'enfants et où je sortais quasiment tous les week-ends, voire dans la semaine quand je pouvais, et je faisais des voies en partant la nuit, des voies sur la journée, en revenant sur Lyon après. Enfin, où je faisais pas mal de Mhm. montagnes. Là, c'est plus le cas. Et puis j'avoue qu'avec le trail, j'ai envie aussi d'être performant en trail et pour ça, c'est un entraînement qui est beaucoup plus ciblé, qui est assez rigoureux. Donc on peut pas non plus se permettre de faire beaucoup, beaucoup de sorties alpi si on veut aussi performer sur une saison Pas trail qui tout est le monde souvent une s'appelle saison Kylian estivale Jornet, quoi. aussi.
voilà, donc Kylian, bon, Kylian, il est tout le temps en montagne, il vit sa passion en même temps que son métier parce que bon, lui, il est pas prof de PS et il a pas, il doit pas pointer au boulot demain matin comme moi à 8 heures. Voilà, donc lui, il a la chance de vivre sa passion pour la montagne et sa passion pour le trail en même temps. Et vraiment, tant mieux pour lui. Mais voilà, moi, j'ai deux, même s'il a un enfant maintenant, moi, j'ai quand même deux enfants qui sont âgés maintenant. Faut s'occuper des enfants, faut être à la maison, voilà, faut aller au boulot, faut travailler, faut s'entraîner. Donc voilà, ça, c'est un emploi du temps qui est bien chargé. Donc la montagne n'a pas toujours sa place. Elle est un peu loin de Lyon en plus. Donc c'est parfois compliqué d'y aller, en tout cas d'y aller aussi régulièrement que j'aimerais. Alors, si je dis pas de bêtises, ton fils est né en 2008, donc il a le même âge que ma fille, donc il a 12 ans. Oui, Si dans 3 ans il vient, il te demande de partir avec quatre potes pour aller faire le GR combien? 54? JR54, ouais, Qu'est-ce que tu dis? le tour de Loisan. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Oh ben, moi Question piège. ma femme, je pense, le laisserait pas partir. Mais, mais je trouve que franchement, c'est une belle expérience. Nous, on partait sans trop savoir, hein, donc on était vraiment à l'aventure, hein, avec une carte routière quasiment, en regardant les marques du GR, en demandant notre chemin à des gens. Non, moi je pense que déjà je l'encouragerais dans son projet, et puis par contre je l'aiderais à planifier son trip de façon correcte. Je viendrai le rejoindre sur des étapes, l'aider. Voilà, je pense que je le laisserai faire son projet et je serai présent en tout cas dans la préparation et sans doute dans l'exécution sur certaines étapes. Mais je crois pas que les jeunes d'aujourd'hui soient aussi aventureux et je pense pas que mon fils me demande dans 3 ans d'aller faire Hmm, le tour de Loisan. Je tu pense sais pas, pas, mais en tout tu sais cas, pas. Ça peut vite changer à cet c'était une âge-là. belle. Oui, ça peut vite changer, mais je trouve que c'était une belle école quand même de la vie et on a passé des bons moments aussi. Voilà. Bon, mais c'est cool. Euh, T'as encore un sujet à faire passer ou un message, un message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? Eh ben, non, pas forcément. On a été assez complet. Simplement, peut-être, oui, peut-être déjà remercier, parce qu'on le fait pas, je trouve assez, remercier les organisateurs des courses parce Mhm. que sans eux, on ferait pas grand-chose et les gens qui gravitent autour du trail aussi et qui nous permettent de courir, de vivre notre passion, d'avoir des dossards sur le dos, des ravitaillements, sur lesquels compter sur les courses. Remercier aussi nos partenaires. Donc moi, j'ai des partenaires qui ont toujours été très fidèles. Voilà, les gens que j'ai croisés, que j'ai côtoyés entre elles, j'ai lié de belles amitiés grâce à ce sport-là. Voilà, et puis peut-être un message aussi, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur la santé. Le fait d'encourager les gens bah, à courir en nature, à vivre leurs rêves, mais surtout à garder à l'esprit que la course à pied, ça doit être un moyen d'être en bonne santé et pas l'inverse. On voit aussi beaucoup aujourd'hui des gens qui se lancent des défis qui sont un peu démesurés, Mhm. avec de plus en plus de distance, de plus en plus de dénivelé, des préparations qui sont pas toujours adéquates et des gens qui se blessent, beaucoup de blessures liées au sport. Et l'idée, c'est vraiment faites du sport pour la santé. Moi, je sais que le sport et le sport de haut niveau m'a appris à m'alimenter correctement, à être en bonne santé, même si j'ai pas été épargné bien sûr par les blessures, c'est logique quand on fait une activité très intense. Mais voilà, je crois que je suis en meilleure santé que quand je ne courais pas, en tout cas des ultras. Je nage dans mon costume de mariage, en l'occurrence. Donc voilà, je suis plutôt plus fit qu'avant. Et voilà, en tout cas, prenez du plaisir. Soyez raisonnable sur les distances parce que c'est vrai que la mode, elle est un peu à l'ultra et il faut se On est dire en train qu'on d'y peut prendre revenir, beaucoup de Fabien. plaisir.
Oui, on revient aussi à du plus court et On c'est est un en petit train peu d'y le revenir. message, c'est-à-dire Mm. faites-vous plaisir sur des distances un peu courtes. Il n'y a pas d'obligation d'aller tout de suite sur des ultras. Prenez vos marques déjà sur des distances intermédiaires. Prenez de la vitesse, de l'expérience. Et puis de toute Euh, manière, je te coupe Fabien, mais si tu vas le sentir si tu es à l'aise dans les efforts longs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ton corps est vraiment facile dans les épreuves les plus longues, tu vas sentir que tu vas pouvoir aller au-delà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un objectif en soi d'aller faire un ultra, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se sente à l'aise sur les distances. On le sente arriver naturellement, quoi, en fait. Je pense que c'est un peu. Oui, puis il faut le préparer. Il faut pas simplement se dire, ben voilà, c'est un défi. On s'est dit à la machine à café au boulot que on ferait l'UTMB. Pas encore l'UTMB. Il y a quand même des points, il y a des choses comme ça qui rentrent en jeu, qui font qu'on est obligé d'avoir une petite expérience. Mhm. Mais voilà, je pense qu'il faut être raisonnable dans sa pratique et raisonnable dans sa vie à côté. La vie d'un athlète, c'est aussi le travail, c'est aussi la famille. Donc voilà, ces trois éléments-là, course à pied, travail, famille, voilà, il faut qu'ils aillent ensemble. Il ne faut pas copier certains athlètes de haut niveau qui vont s'entraîner 9, 10, 11 ou 12 fois par semaine et qui à côté ne bossent pas ou à Mhm. côté ont la chance d'avoir du temps libre, des moyens pour récupérer facilement. Voilà, je pense que l'activité sportive, c'est un ensemble. Elle se lie bien sûr avec la famille et avec le travail. Et il faut être raisonnable dans son activité pour durer et pour se faire plaisir. C'est important. Message passé, et absolument d'accord avec toi. Qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast, s'il y avait un nom? Alors, moi, je souhaiterais voir apparaître quelqu'un dans ma vie de tous les jours, c'est moi-même, c'est-à-dire un double, parce que je fais tellement j'ai un emploi du temps tellement serré que voilà, j'aimerais Te avoir deux mains de dupliquer. plus et deux jambes de plus pour faire plein de choses. Donc, on va dire que j'aimerais avoir la capacité de me dédoubler. Ça me serait très utile pour mener à bien l'ensemble des projets, que ce soit familiaux, professionnels ou sportifs que j'ai à mener. Et si tu avais envie d'entendre les aventures de quelqu'un en particulier dans le Let's Try podcast, ça serait qui? Ouais, je sais pas, c'est marrant. Oh, j'aimerais, pourquoi pas, Martin Fourcade, tiens. Ah bah Martin oui. Fourcade qui nous explique un petit peu sa reconversion parce que alors j'ai pas l'habitude d'être admiratif des sportifs et notamment des sportifs de haut niveau, mais j'avoue que c'est toujours Martin Fourcade, c'est quand même quelqu'un voilà, qui m'a touché dans son sport, dans ses messages aussi d'homme qu'il a pu faire passer. Et voilà, je serais curieux de voir ce qu'il va faire un petit peu dans sa reconversion, parce que c'est quelqu'un qui a du potentiel, il me semble. Donc pourquoi pas lui? Tu peux me faire si tu peux me faire une intro, c'est volontiers, mais bon, je vais tenter, mais ça m'étonnerait que ça aboutisse. Mais je vais tenter quand même. Je vais Ben tenter. pourquoi pas? Pourquoi Ce pas? sera avec plaisir. Tu le connais? Non, 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 je le Ah. connais pas, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. Non, je le Ok connais pas. Fabien, super, les messages sont passés. On arrive au terme de notre entretien, on va faire des questions rapides. Alors, si tu peux répondre par des réponses courtes et sans argument. Très bien. Tu es prêt? Oui. Ton plat favori après la course? Glace, Ta boisson favorite après la course? ceinture, Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? aucun des deux. Aucun des deux. D'accord, oui, tu l'as Pâte dit de tout à l'heure, fruits. plutôt pâte de fruits, plutôt solide, plutôt... ouais, Ouais, on a bien pâte de entendu. fruits plutôt. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse averse de pluie, je déteste le vent. Tu es plutôt racine ou verglas? Racine. J'aime pas trop courir dans la neige. C'est pas trop mon truc. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour, profiter des paysages. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Le soir, Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout? rien du tout. Je pense, je réfléchis, je prévois. Dernière question, tu es plutôt ultra trail ou au sommet? Au sommet, Au sommet sans ouais, hésitation. sans hésitation. Bon, Ouais, c'est voilà.
C'est cool. J'adore le trail, mais être au sommet d'une belle montagne et avoir gravé une belle voie, c'est quand même un énorme kiff et le partager aussi. Dans la montagne, il y a le partage aussi avec le copain de cordée et ça, c'est aussi important. C'est pas forcément des choses qu'on a en trail. Super. Fabien, c'était parfait. Merci, justement, tu en parlais à l'instant, mais pour le partage de ton métier, le partage de ta passion, le partage de tes conseils. Donc, c'était vraiment hyper intéressant et je te remercie énormément. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Puis, écoute, j'espère que le podcast sera écouté par le plus grand nombre et puis apprécié aussi des gens. Bah, En on tout cas, sera à j'étais peu ravi de près à... participer. Ben, c'est gentil, on sera à peu près à 100 000 écoutes sur ton épisode. Non, je rigole, c'est pas vrai. On n'est pas à ces niveaux, on n'est pas encore à ces niveaux d'écoute, j'espère un jour, mais pas encore. Je te Et ben, écoute, je remercie. te souhaite en tout Ouais. cas le meilleur pour la suite. Eh ben, c'est sympa, Fabien. Merci beaucoup, passe une bonne soirée, puis à très bientôt. Et ben, à très vite. Au revoir. Salut, au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon /Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut